Et si la véritable question n'était pas qui doit réparer les gazoducs Nord Stream, mais ce que cela révélera sur l'avenir du pouvoir en Europe. Rappelez-vous, il y a un peu plus de 2 ans, l'Occident applaudissait le sabotage des gazoducs Nord Stream, célébrant ce geste comme une victoire géopolitique historique. La Russie était évincée, l'Europe croyait avoir conquis son indépendance énergétique et tourné la page du gaz russe. Mais aujourd'hui, la réalité industrielle et énergétique rattrape une Union européenne à bout de souffle. Les stocks de gaz sont insuffisants, les prix s'envolent, des usines ferment et la peur d'un hiver glacial s'installe à nouveau. La question taboue revient sur toutes les lèvres, plus pressante à mesure que le froid approche. Qui va, ou qui peut, réparer les Nord Stream? Car derrière ce simple tuyau, c'est tout l'équilibre énergétique du continent qui vacille. L'enjeu est colossal. La sécurité énergétique de l'Europe est menacée. Le spectre d'une explosion des coûts pour les ménages et l'industrie hante les gouvernements. Une nouvelle vague de fermeture d'usines et de chômage pourrait briser l'économie et la classe politique redoute une humiliation sur la scène internationale, celle de devoir implorer Moscou. Pourquoi ce revirement soudain? Pourquoi ceux qui se réjouissaient hier sont-ils aujourd'hui prêts à supplier pour reconstruire ce qu'ils ont salué comme un acte libérateur? Mais pour comprendre ce retournement spectaculaire, il faut retracer les étapes de cette crise et voir comment l'Europe en est venue à considérer la Russie non plus comme un ennemi, mais comme un dernier recours vital. Pour saisir toute la portée de ce dilemme, revenons un instant en arrière. Comment l'Europe a-t-elle pu croire qu'elle pouvait se passer du gaz russe? En moins de 2 ans, l'orgueil d'une Europe enfin libérée du gaz russe a laissé place à la peur d'une paralysie totale. L'indépendance énergétique, si fièrement proclamée, s'est révélée n'être qu'un mirage devant l'épreuve de la réalité. Lorsque les explosions dans la mer Baltique ont détruit les tubes du Nord Stream en 2022, les capitales européennes ont fêté l'éviction de la Russie du marché énergétique. Ministres et dirigeants affirmaient avoir tourné la page d'une dépendance toxique. Le gaz et le pétrole russe n'étaient plus censés dicter la politique du continent. Mais bientôt, l'euphorie a cédé la place à l'inquiétude. L'hiver est arrivé, les réserves se sont vidées plus vite que prévu et la fragilité du système s'est imposée avec brutalité. Derrière les chiffres officiels, la vérité, les stocks sont à moitié vides, les prix du gaz flambent et les usines ferment les unes après les autres. En Allemagne et en France, les grands industriels hésitent à investir. Certains arrêtent déjà leurs machines. D'autres, plus inquiets encore, écrivent au gouvernement pour demander l'ouverture de négociations avec Moscou. Ce ne sont plus des discours idéologiques, mais la simple loi de la survie économique. Sans gaz, pas de production, pas d'emploi, pas de croissance. Les conséquences sont déjà visibles. Chômage en hausse, inflation galopante, baisse du niveau de vie. Les familles paient leurs factures au prix fort, tandis que les villes redoutent une vague de faillites industrielles. Pour la première fois depuis des décennies, la stabilité même du modèle social européen vacille. Face à cette crise, la pression monte chaque jour sur les décideurs politiques. Ils ne peuvent plus se contenter de slogans. Le coût réel de l'indépendance énergétique se compte désormais en emplois perdus et en fermeture d'usines. Si rien ne change, c'est toute la réputation de l'Europe comme puissance industrielle et sociale qui est menacée. Car derrière les débats, une évidence s'impose. Le gaz, bien plus qu'un enjeu diplomatique, détermine désormais le rapport de force international. Et c'est lui, aujourd'hui, qui impose à l'Europe de revoir ses choix, sous peine d'effondrement. Mais comment l'Europe en est-elle arrivée à ce point de rupture? Pour comprendre, il faut revenir sur la succession des décisions et des événements qui ont mené à la crise actuelle. Quand l'hiver griffe à la porte, même les plus fiers doivent ravaler leur orgueil. La réalité est implacable. Sans gaz, l'Europe grelotte, ses usines tournent au ralenti, et les discours enflammés fondent comme neige au soleil. Dans les coulisses de Berlin et Paris, les réunions se multiplient. D'un côté, la volonté politique de ne pas céder à Moscou, de l'autre, l'urgence économique. Le business prend le dessus. Les industriels allemands et français réclament en privé une issue rapide. Les représentants européens envoient discrètement à la Russie des demandes d'assistance technique. Officiellement, il s'agit d'inspection des infrastructures. En réalité, on cherche un accord pour réparer ce qui a été brisé. À Moscou, la réponse est sans ambiguïté. Aucune réparation, ni même d'expertise, sans reconnaissance des responsabilités et garantie claire. Pour le Kremlin, impossible d'effacer le passé d'un simple coup de baguette magique. Il faudra assumer les erreurs, promettre l'arrêt des sabotages et, surtout, offrir des compensations. C'est le prix du retour à la table des négociations. Sur le vieux continent, la fracture devient visible.
Certains, menés par l'Allemagne, préfèrent le pragmatisme industriel. Pas de gaz, pas d'économie, pas d'emploi. D'autres, attachés à l'orgueil politique, refusent tout compromis, même au risque du chaos énergétique. Les discussions sont tendues. Les intérêts nationaux prennent le pas sur l'unité européenne. Les médias occidentaux, eux, oscillent entre indignation et fatalisme. D'un côté, on accuse Moscou de chantage. De l'autre, quelques voix appellent au réalisme. Négocier, c'est parfois survivre. La crise fait vaciller les tabous, la rhétorique anti-russe s'effrite face à la montée des factures et à la menace des coupures de courant. Derrière chaque décision, le risque est colossal. Un blackout énergétique, et l'Europe perdrait toute crédibilité sur la scène internationale. Les gouvernements redoutent la colère des populations, la montée des tensions internes, la fuite des investisseurs et la perte de leur compétitivité. Le gaz est devenu bien plus qu'une matière première, il est la clé de la stabilité du continent. Face à ce dilemme, les dirigeants s'interrogent. Oseront-ils s'asseoir à la même table que le Kremlin, ou choisiront-ils de s'enferrer dans la crise au nom de principes devenus dangereux ? Alors, quelles alternatives réelles restent à l'Europe et à quel prix ? Plongeons dans les scénarios qui pourraient façonner l'avenir énergétique du continent. Si l'Europe cède, que devra-t-elle sacrifier ? Si elle résiste, à quel prix ? Ce dilemme n'est plus théorique, il se joue aujourd'hui dans les coulisses des capitales européennes où la survie industrielle du continent est sur la table. À ce stade, ce ne sont plus des discours politiques, mais les chiffres des usines à l'arrêt et les factures d'électricité qui imposent leurs lois. La Russie, de son côté, pose ses conditions. Pour envisager toute réparation des gazoducs Nord Stream, elle exige non seulement des compensations financières, mais aussi des garanties de sécurité sur ses équipes, et, point le plus sensible, la reconnaissance officielle par l'Europe du sabotage des infrastructures. Une revendication qui force chaque dirigeant européen à regarder dans le rétroviseur des 2 dernières années et à reconnaître que la politique d'isolement a eu un coup caché. Côté technique, le constat est implacable. Aucune entreprise occidentale ne dispose de l'expertise, du matériel ou de la technologie nécessaires pour restaurer les pipelines sous la mer Baltique. Malgré des déclarations rassurantes, même les ingénieurs allemands ou français admettent en privé qu'aucune solution crédible n'existe sans le concours des spécialistes russes. Le savoir-faire, les plans, les pièces détachées, tout reste entre les mains de Moscou. Que se passerait-il si l'Europe refusait tout compromis ? Le scénario le plus sombre se dessine. Pénurie de gaz, coupures d'électricité répétées, usines contraintes de fermer ou de délocaliser leur production hors du continent. Rapidement, ce sont des millions d'emplois qui seraient menacés, la croissance plombée et la colère sociale pourraient exploser dans les rues de Berlin, Paris ou Prague. Les manifestations pour le pouvoir d'achat rejoindraient celles pour la sécurité énergétique, menaçant la stabilité politique elle-même. A l'inverse, accepter un accord avec Moscou permettrait de rouvrir progressivement les vannes du gaz russe. L'industrie pourrait repartir, les prix de l'énergie baisseraient et le marché de l'emploi retrouverait un peu d'oxygène. Mais cette détente aurait un prix lourd, une perte de face géopolitique pour l'Europe, l'obligation d'admettre publiquement sa dépendance et de composer avec les exigences russes, au risque d'affaiblir la crédibilité politique des gouvernements sur la scène internationale. Dans chaque scénario, l'enjeu est colossal. Des millions d'emplois, la stabilité des États, l'avenir industriel du continent tout entier. Ce bras de fer n'oppose plus seulement 2 puissances, mais engage l'équilibre de toute l'Europe, de la facture d'électricité des foyers jusqu'aux choix stratégiques des multinationales. Au-delà de la crise immédiate, une question hante désormais tous les décideurs. Comment éviter que l'Europe ne se retrouve à nouveau dans cette même impasse énergétique ? Quelles leçons tirer pour garantir demain une vraie sécurité et souveraineté ? La crise actuelle n'est peut-être que la première d'une longue série si rien ne change. Il est temps d'explorer ce que l'Europe doit repenser et transformer pour ne plus revivre ce genre de dépendance. L'indépendance sans pragmatisme mène droit à l'impasse. Pourtant, dialoguer exige une maturité et une lucidité que l'Europe peine encore à retrouver. Le gaz russe n'est ni une arme de chantage, ni un simple slogan politique. C'est une nécessité vitale, le pilier invisible qui chauffe nos maisons, fait tourner nos usines et maintient à flot tout le continent industriel. Derrière les discours officiels sur la sobriété ou la transition verte, une réalité s'impose. Seule la coopération économique peut garantir la sécurité collective. Lorsque les usines ferment, que le chômage augmente et que l'inflation grignote le pouvoir d'achat, l'idéologie recule face à la pression du réel. L'Europe doit donc réévaluer, sans tabou, ses priorités et ses alliances énergétiques.
Le mythe de l'autonomie totale s'effondre devant l'urgence de préserver la compétitivité et la stabilité sociale. Les alternatives promises se révèlent coûteuses, risquées et incapables de répondre immédiatement aux besoins massifs des industries allemandes, françaises ou italiennes. Côté russe, l'attitude a changé. Face aux demandes de réparation et à la volte-face européenne, Moscou impose désormais ses conditions avec un calme implacable. Il n'est plus question de revenir au statu quo d'avant. La Russie exige des garanties, des compensations et une reconnaissance des erreurs commises. Le dialogue, autrefois impossible, reprend mais sur un terrain radicalement nouveau. Les entreprises parlent d'abord le langage de l'intérêt économique, reléguant slogans et menaces au second plan. C'est cette maturité pragmatique qui seule pourra éviter le pire, car le risque est immense. Si l'Europe s'entête dans la posture ou la division, elle verra l'histoire se répéter. Crise énergétique, rupture d'approvisionnement, désindustrialisation, perte d'autonomie réelle et, à terme, une dépendance encore plus grande à d'autres puissances moins conciliantes. Il est temps que les décideurs et les citoyens l'admettent, le gaz ne se remplace ni par des vœux pieux, ni par la démagogie. Le véritable courage politique aujourd'hui, c'est d'oser le compromis lucide au service de l'intérêt général. Mais alors, qu'est-ce que ce bouleversement nous apprend vraiment sur la gestion des crises et sur notre rapport au réel ? Plongeons dans les leçons à tirer de ce choc brutal. L'Europe saura-t-elle, cette fois, tirer les vraies leçons du froid ? Car chaque hiver nous ramène à la même évidence. L'orgueil politique a un prix, et il se paie comptant en emplois perdus, en usines à l'arrêt et en factures qui explosent. Ce n'est plus une question d'idéologie, mais de survie économique et sociale. La boucle se referme. Autrefois persuadée d'avoir brisé tout lien, l'Europe doit aujourd'hui admettre que l'indépendance énergétique était un mirage. Les slogans n'ont pas réchauffé les foyers ni fait tourner les machines. Au contraire, c'est le pragmatisme qui reprend la main, parfois à contre-cœur, sous la pression du réel. Face à la menace d'un nouveau gel industriel, les voix du terrain imposent la raison. Ce sont les ingénieurs, les chefs d'entreprise, les ouvriers qui rappellent que le gaz n'est pas une question de morale, mais d'utilité. Derrière les discours, la réalité ne ment jamais. Sans dialogue, l'Europe s'affaiblit et son avenir s'assombrit. C'est ici que la maturité politique doit s'exprimer. Savoir reconnaître ses erreurs, c'est la première étape pour reconstruire la confiance, d'abord avec les partenaires étrangers, puis avec ses propres citoyens. Refuser ce chemin, c'est condamner le continent à répéter les mêmes fautes, hiver après hiver. Car si rien ne change, chaque saison froide rappellera que l'orgueil coûte plus cher que le dialogue. L'histoire retiendra non les discours, mais les choix concrets, et ce qui l'auront coûté à chacun d'entre nous.